Jean-Marie Bockel, je me tourne vers vous. Vous avez lancé une grande concertation auprès des élus locaux et vous avez eu plus de 17 500 retours. C'est une préoccupation majeure des élus locaux, ce statut de l'élu. C'est une préoccupation très forte qui est en partie d'ailleurs la cause du malaise des élus, de la crise des vocations dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qui est une réalité, même s'il y a d'autres causes comme la complexité des procédures, la baisse des dotations, etc. Mais cette dimension de conditions d'exercice du mandat local, surtout pour des communes plus petites ou moyennes, vient certainement jouer un rôle. Et le questionnaire a été très intéressant. C'est pas un sondage, mais ça concerne tellement de monde que ça, je crois, une valeur. On s'aperçoit qu'il n'y a pas une seule cause. La question des indemnités sur lesquelles vous avez ouvert l'émission est une raison parmi d'autres. Ça n'est pas la plus importante. La question du statut, bien sûr, mais les aspects formation, reconversion, qu'est-ce qu'on fera après, est-on armé pour exercer un mandat dans un contexte de plus en plus complexe, avec de plus en plus d'enjeux, de technicité, etc. Ou aussi la question très sensible du risque juridique et pénal, et notamment pour des délits non intentionnels. Aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir tout personnaliser, alors que dans une commune, il y a également des administrations, des partenaires, etc. Donc, ce qu'on a voulu, nous, c'est partir d'un vrai diagnostic et tout au long de notre travail, nous avons, à travers cette table ronde, associé l'ensemble des associations d'élus locaux, des maires ruraux jusqu'aux grandes villes et aux métropoles, en passant par l'Association des maires de France. Et je crois que cet après-midi, avec le président Larcher, qui était à l'origine de cette démarche, on aura des propositions concrètes. Et on va juste un mot, Monsieur Darnaud parlait tout à l'heure de l'attitude du gouvernement. Il faut quand même dire qu'en accord avec le président du Sénat, nous avons eu, à la fin de nos travaux début juillet, jusqu'à aujourd'hui, une étape de discussion avec le gouvernement et Mme Gourault. On va l'évoquer ensemble justement sur les éventuelles avancées. Marie-Françoise Peyrolle-Dumont, il faut redonner de l'attractivité à ces fonctions d'élu local. Alors vous savez, lorsqu'on a de la fièvre, il y a deux réponses. Ou on casse le thermomètre et on ne voit plus la fièvre, ou alors on cherche à soigner les causes de la fièvre. Nous, à la délégation, nous avons voulu faire un travail sérieux et chercher à soigner les causes de ce malaise, de ce mal-être, qui est, comme vient de le dire Jean-Marie Bockel, multifactoriel. Moi, j'étais un peu atterrée l'été dernier d'entendre un député, certes parisien, mais dire que, eh bien, puisqu'il y avait une crise des vocations, eh bien, c'était sans doute que garder les maires des petites communes n'était plus vraiment cohérent avec notre époque. A-t-il dit quelque chose de similaire ? Ça me semble une réponse un peu courte à un problème de fond. C'est méconnaître l'importance du rôle des maires, des élus locaux sur notre territoire et sur la grande majeure partie du territoire français, la France ne se résumant pas à Paris. Donc nous avons fait un travail très sérieux, le président vient de le dire, et nous avons un certain nombre de propositions. Nous n'avons pas pu embrasser tout le champ. Il y a par exemple la question des baisses de dotation depuis une dizaine d'années. Il y a la question de la complexification de la réalité du mandat de maire ou d'élu local, singulièrement dans les plus petites communes. La décentralisation qui, à mon sens, a eu des bienfaits. Je suis une décentralisatrice farouche, a pour autant généré un certain nombre de complexités à côté, parce qu'en France, les élus locaux ne sont pas des professionnels. Nous ne sommes pas en Allemagne, mais ils exercent quelque chose avec professionnalisme. Donc nous avons voulu nous pencher sur toutes ces questions-là et apporter le maximum de réponses. François Bonhomme, sur cette complexité du mandat, donc à la fois attirer des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique tout en ayant des compétences, c'est un entre-deux qu'il faut résoudre. Absolument, parce qu'il faut rappeler que voilà, la fonction d'élu, c'est une fonction généraliste. On a tous une trajectoire, mais on a tous un passé différent. Et je pense que tous les élus locaux savent, et surtout mesurent, quand ils sont élus, l'ensemble des tâches qui leur reviennent, l'ensemble des responsabilités qui leur reviennent. Et ce qui est important, effectivement, c'est de se former. Et je vous assure que quand vous êtes à votre premier mandat de maire ou autre, vous mesurez pleinement l'ensemble des connaissances, ne serait-ce qu'en termes de formation que vous devez avoir, et l'ensemble des responsabilités. Je vous assure qu'au fur et à mesure de l'entrée dans le mandat et de l'exercice du mandat, ça produit chez l'élu parfois effectivement de l'inquiétude, et en tout cas, de notre point de vue, une attente forte, de plus en plus forte, liée, comme disait ma collègue, à la complexité de plus en plus forte aussi de la mission, une attente forte en termes de formation, et c'est l'un des points que la commission à délégation a développé. Julien Mouzon, vous dirigez élulocal.fr. Justement, vous êtes en lien avec les femmes élues locales. Quelles sont leurs attentes ? Vous dispensez des formations ? C'est ça la première attente des élus ?
Alors nous, on est effectivement le premier réseau national de femmes élues et effectivement, on a une demande très forte des élus locaux, mais j'irai au-delà de la question de la formation. On a une demande finalement de compréhension exacte du périmètre des responsabilités de l'élu local. J'ai apporté le rapport de l'Association des maires de France sur le statut de l'élu. Donc c'est ce document-là, il fait 80 pages. Ça veut dire que c'est votre contrat de travail quand vous arrivez dans un mandat. Et encore, c'est un contrat de travail, enfin, c'est la partie de vos droits qui fait 80 pages. Donc, pour s'approprier effectivement le mandat, c'est très compliqué. Vous apprenez par exemple dans ce rapport, à la page 10, que si vous êtes élu adjointe dans une commune de 8000 habitants, vous avez un crédit d'heures pour l'exercice de votre mandat de 52 heures et 30 minutes par trimestre. C'est typiquement le genre d'information qu'aucun élu n'a aucune chance de connaître et qui est aussi un frein assez majeur très réglementé. Exactement, à l'entrée de la société civile dans le mandat local. C'est très réglementé et surtout c'est très complexe. J'espère que les travaux du groupe ont été vers une simplification et une meilleure lisibilité parce que effectivement ça décourage les élus qui ne connaissent pas les dispositifs qui sont à leur portée et ça décourage aussi donc toute la société civile pour s'engager en politique. Alors Jean-Marie Bockel, vous avez... On vous avait auditionné d'ailleurs et donc on vous a écouté. Absolument. Alors vous avez évoqué les échanges avec l'exécutif sur ce sujet. Justement, Emmanuel Macron s'était engagé l'an dernier lors du Congrès des maires de France à avancer sur ce dossier du statut de l'élu. Je vous propose de l'écouter et on réagit en plateau. Je souhaite par ailleurs que soit engagée avec vous la réflexion indispensable sur le statut de l'élu local pour apporter des réponses concrètes à vos questionnements légitimes sur la responsabilité pénale, sur les protections qui doivent être associées à vos mandats particulièrement exposés. Cela et ces problématiques sont propres aux maires, mais aussi aux exécutifs de toutes les collectivités aujourd'hui. La loi est arrivée à des aberrations qui, sur le plan financier ou des responsabilités, ne permettront plus demain d'attirer tous les talents et tous les engagés à ces fonctions. Jean-Marie Bockel, on a entendu le chef de l'État, c'était il y a bientôt 1 an. Au prochain congrès, il va falloir qu'il y ait des avancées sur ce dossier. Oui, d'ailleurs, peut-être que la première avancée, ce sera de lister nos propositions et de voir les points sur lesquels on peut d'emblée et sans grande dépense apporter des réponses concrètes. Pour être précis, Madame Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur qui suit particulièrement les collectivités territoriales, qui est d'ailleurs une ancienne sénatrice, a été désignée pour avancer avec nous pendant l'été, pour voir les points sur lesquels des avancées rapides étaient possibles, après avoir examiné de manière approfondie notre travail. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On a eu d'ailleurs un retour, puisqu'on l'a auditionné en septembre en table ronde. Pour le moment, on a eu une réponse concrète sur l'un ou l'autre aspect du statut social. Et ça n'est pas rien. C'était quelque chose d'attendu, parce que c'est vrai que ce statut social est aussi très complexe, discriminatoire, mais voilà, c'est un tout petit point de départ. Ça montre qu'il y a de la bonne volonté, ça montre qu'il y a une volonté de travailler avec nous, mais nous vérifierons, chemin faisant, que les engagements très forts du président seront mis en œuvre. En tout cas, on le verra tout à l'heure à la conférence de presse autour du président du Sénat, Gérard Larcher. Je pense que s'il est présent à nos côtés, c'est inhabituel, c'est qu'il y a de la part de notre président du Sénat, une grande détermination à accompagner cette démarche. Et au fond, si à un moment donné, il faut des arbitrages au plus haut niveau, le président de la République sait déjà qu'il aura Gérard Larcher comme interlocuteur. Ça montre en tout cas, en ce qui nous concerne, un engagement fort, transpolitique d'ailleurs, transpartisan. On avait, de ce point de vue-là, on a trouvé un consensus entre nous assez fort, il faut bien le dire. Marie-Françoise Pérol-Dumont, l'objectif c'est aussi d'arrêter ce flux de plus en plus important de démissions de maires depuis leur élection en 2014. On voit qu'il y a de plus en plus de maires qui abandonnent leurs fonctions face aux difficultés. Vous avez raison, en plus il y a les démissions que l'on voit, les démissions officielles, et il y a les démissions de facto. Ces élus, pas nécessairement les maires, mais les adjoints, les conseillers municipaux, qui ne viennent plus siéger en conseil municipal. Il faut analyser les raisons et puis il faut pallier à ces difficultés. Le fait intercommunal, et nous avions ce matin le lancement de nouveaux travaux de notre délégation sur la cohérence entre fait communal et fait intercommunal. Le fait intercommunal a créé aussi un sentiment de lassitude chez certains élus. Et une perte de pouvoir des maires? Un sentiment de perte de pouvoir qui n'est pas inéluctable.
inéluctable, et je pense que les travaux qu'engage notre délégation apporteront là aussi un certain nombre de réponses, et on voit bien la cohérence de cette délégation dans l'approche de ces travaux. Donc il y a des raisons multiples, et il faut essayer d'y pallier. Oui, il y a des démissions de fait, oui, il y a des démissions subreptices, et il faut les analyser. Mais ça, c'est pendant le mandat. Nous pensons qu'aussi, il faut s'attaquer à l'avant-mandat. Comment solliciter bien des femmes, des jeunes, des professions qui pour l'heure ne sont pas nécessairement impliquées dans la vie publique, comment les amener à ceci, comment faire en sorte qu'elles aient bien connaissance de tout ce qu'implique un mandat, pour peut-être ensuite pas avoir cette nécessité, ce besoin de démissionner, l'avant-mandat, le pendant-mandat et l'après-mandat avec les reconversions. Donc il me semble qu'il y a eu là une approche extrêmement globale et il serait bien que nous en parlions si vous en êtes d'accord. Julien Mouzon, sur ce sujet justement, on le voit, il y a une nouvelle génération qui arrive en politique, qui n'a pas forcément été élue de longue date. Il y a le non-cumul aussi qui oblige plein de nouveaux élus à s'engager. Finalement, c'est ce renouveau qui cause toutes ces difficultés aussi pour les maires. Je ne pense pas que ce soit le renouveau qui cause les difficultés pour les maires. Je pense que ce qui cause la difficulté pour les maires, c'est une absence, encore une fois, d'une définition très claire de leur responsabilité. Qu'est-ce qu'on attend finalement d'un maire? Et puis un ensemble de choses dans le contexte, comme la baisse des dotations, la suppression de la taxe d'habitation, l'exigence de plus en plus forte aussi des citoyens qui sont habitués à acheter un billet de train en 30 secondes sur leur smartphone et qui veulent que la mairie ait la même réactivité. Donc la problématique et l'affondement, pour moi, il est là. Et dans la réponse, je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir finalement sur ce qu'on souhaite pour nos territoires. Marie-Françoise, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a des maires qui sont très ruraux dans des communes de 200 habitants. Le mandat d'un élu, d'une maire dans une ville de 200 habitants n'a rien à voir avec celui d'Anne Hidalgo. Donc il y a une vraie réflexion à avoir pour savoir ce qu'on souhaite pour nos territoires. Est-ce qu'on souhaite aller dans un mouvement de concentration, comme c'est le cas actuellement, vers des intercommunalités qui, du coup, ne sont pas élues au suffrage universel direct, mais qui ont la responsabilité de plus en plus de dossiers. Exactement, de plus en plus de dossiers de compétences. Est-ce qu'on souhaite, du coup, ôter, en fait, au village, à la commune, le rôle de proximité que joue aujourd'hui le maire, parce que les maires ont un rôle très fort de médiateur, d'animation du lien social, d'aide sociale, de réponse aux habitants. Donc il y a ce rôle vraiment d'interlocuteur, de guichet de la République. Si on ne souhaite pas l'enlever, dans quelle mesure est-ce qu'il faut le revoir? Est-ce qu'un village de 200 habitants a besoin d'un conseil municipal entier? Est-ce qu'il faut plutôt une mairie déléguée? Est-ce qu'on est plutôt dans du service public? Est-ce qu'on est vraiment dans un rôle politique? C'est tout cet ensemble de questions-là, pour moi, qu'il faut vraiment réenvisager et examiner pour pouvoir poser ensuite les bases d'un statut de l'élu réformé. Alors vous évoquiez de très nombreuses missions. François Bonhomme, justement, pour effectuer toutes ces missions, est-ce que les maires, finalement, ils ont assez de temps, assez de moyens, une indemnité suffisante pour finalement consacrer leur temps à la commune? Alors, évidemment que non. La première question qu'on se pose quand on est élu, c'est la gestion du temps. Et parce que la charge et la mission est tellement écrasante dans certains cas, avec le problème de la compatibilité avec un emploi salarié ou un emploi de quelque sorte qu'il soit d'ailleurs, ça devient incompatible parfois. Et c'est là qu'on se trouve problématique par rapport à la formation des élus. C'est vrai que la formation, comme disait ma collègue, à l'entrée, c'est l'accès à la fonction d'élu, c'est une vraie question, mais aussi préparer, j'allais dire, sa sortie, parce que tout à l'heure, il était dit que le mandat d'élu, y compris d'élu local, c'est vrai qu'il a tendance à se réduire dans le temps. Donc cette période où on a des responsabilités est assez anxiogène. Est-ce que l'indemnité est suffisante finalement pour rendre attractif? L'indemnité, non seulement elle n'est pas suffisante, c'est clair, parce qu'elle ne compense pas réellement la perte que l'on peut avoir du temps que l'on met à se mettre au service des concitoyens. C'est clair qu'il y a un problème d'indemnité, particulièrement pour les petites communes et les communes rurales, j'allais dire. Bon, évidemment, les grandes villes, vous avez vu qu'il n'y a pas la même crise de vocation pour les grandes villes. En général, là-dessus, il y a quand même une offre. Il y a beaucoup plus de candidats. Mais on va avoir une vraie question. Ça peut paraître pour le grand public un refrain habituel, la crise des vocations. Je suis sûr que sur ce mandat municipal de 2014-2020, on va voir statistiquement qu'il y a vraiment une crise majeure et qui va se traduire évidemment par beaucoup d'inquiétudes, mais si on n'a pas des mesures fortes pour alléger la charge, pour faciliter le mandat dans un temps court, je suis sûr que ça va être une crise de représentation assez majeure. Jean-Marie Bockel, on entend de plus en plus parler des municipales qui arrivent. Il faut répondre à cette question du statut de local avant les prochaines élections municipales pour finalement que le cadre soit bien défini.
Oui, mais alors il y a quelques principes qu'il faut affirmer parce qu'il ne faudrait pas que notre débat, ce n'est pas le cas ici autour de cette table, soit réduit à la question d'une augmentation de l'indemnisation. En fait, nous avons réaffirmé le principe du bénévolat parce que la richesse française, la proximité dont vous parliez, c'est environ 500 000 élus locaux dont la plupart ne sont pas indemnisés. Donc il faut préserver cette richesse. Ceux qui le sont n'ont pas le système allemand d'être des professionnels assimilés à des fonctionnaires. Donc à un certain niveau de collectivité, ils ont la possibilité d'y consacrer tout leur temps, bon an, mal an, mais à un niveau intermédiaire, il y a plusieurs questions qui sont posées pour eux. La première des questions, sauf à ce que demain il n'y ait que des retraités, c'est bien qu'il y ait des retraités qui se dévouent, c'est une chance, mais c'est bien aussi qu'il y ait là aussi de la diversité, qu'il puisse également y avoir des gens qui sont dans la vie professionnelle de tous âges, et pour cela, la question de la compatibilité avec l'activité professionnelle est essentielle, et même s'il y a quelques règles, comme vous l'avez dit, difficiles à appréhender, là il y a une grande simplification, il y a des améliorations importantes qui sont nécessaires. Et puis après, c'est au vu de tous ces éléments que des ajustements d'indemnisation, par exemple, il ne faut pas que certains élus en soient pour leurs frais, carrément. De déplacement, etc. C'est le cas actuellement, bien entendu, parce que par définition, la plupart des élus, notamment les maires qui sont au plus près, sont extrêmement dévoués, corvéables en permanence. Donc il y a ce sujet. Et puis il y a aussi le sujet de l'inquiétude sur l'après. C'est pas tellement l'inquiétude d'être réélu ou pas réélu. Souvent, dans les petites communes, on est content d'avoir des gens dévoués. Et puis malheureusement, il y a de moins en moins de candidats. C'est l'inquiétude de la mise entre parenthèses totale ou partielle de sa vie professionnelle. Totale quand on n'est pas dans la fonction publique, et même quand on est dans la fonction publique, c'est après un handicap, quand on revient vers son travail, ce n'est pas le cas dans un certain nombre de pays où c'est mieux organisé, et quand on est dans des professions privées ou en entreprise, vous voyez le truc. Et donc, on a toute une série de propositions pour permettre aussi à ces élus de valoriser leur expérience, soit pour faire des concours administratifs, soit pour créer leur entreprise, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble, voyez-vous. On a essayé d'être très pragmatique et pas simplement nos indemnités. C'est plus complexe. Marie-Françoise Perol-Dumont, justement, sur ces ruptures de carrière, finalement, quelqu'un qui travaille dans le privé, qui va s'engager, il faut quoi, lui assurer de pouvoir retrouver son poste à la fin d'un mandat ? Dans le privé, il n'est pas possible d'assurer que la personne retrouve son poste. Donc il faut trouver d'autres propositions à lui faire. Par exemple, l'accompagner pour monter sa propre entreprise, imaginer un système de VAE, quelque part, de valorisation des acquis de l'expérience. Parce que, croyez-moi, quand vous êtes maire d'une commune petite ou moyenne, eh bien, vous êtes aux manettes sur tous les sujets. Donc vous avez vraiment acquis une expérience vraiment à 360 degrés. Donc autant que cela soit valorisé, c'est très important. Cette expérience, vous l'acquérez d'autant plus que maintenant, et c'est un autre sujet dont nous n'avons pas parlé, l'État territorial est de plus en plus absent. Depuis, c'est pas nouveau, depuis plus de 10 ans. Petit à petit, sous des gouvernements différents et multiples, d'obédiences politiques diverses, il y a eu une raréfaction, un rétrécissement de la présence de l'État territorial. À notre délégation, nous avions d'ailleurs, sous ta présidence, Jean-Marie, travaillé il y a 3 ans sur ce sujet-là, en plaidant pour un État territorial. C'est les maires qui compensent ? Et ce sont les maires qui compensent. Donc nous pensons qu'il faut que l'État assume ses missions, qu'il se recentre aussi sur les territoires. Il y a sans doute des personnes qui sont dans les grands ministères à Paris qui pourraient être très utiles dans les territoires si l'on veut faire des économies à personnel constant. Nous ne demandons pas de créer des nouveaux postes. Ça peut se faire à personnel constant. Donc que l'État assume son rôle, mais parce que les maires, souvent, sont amenés à se substituer. Et ça devient très compliqué parce que nous n'avons pas parlé aussi, mais nous sommes dans une société qui est de plus en plus judiciarisée, avec des concitoyens exigeants qui font des procès pour tout et pour rien. Et donc les maires, ils n'ont pas nécessairement cette ingénierie aussi juridique à leur disposition. François Bonhomme, est-ce qu'il y a une crise particulière vis-à-vis de ce pouvoir ? On dit beaucoup, c'est le président des villes, Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, la crise des vocations, ce n'est pas le pendant à ce président qui n'a jamais été élu local ? C'était une première fois. Je pense qu'il faut être juste, la crise est plus profonde et plus ancienne. Et plus ancienne que tout cela, c'est vrai. Mais enfin, c'est vrai que quand même, chemin faisant, la vocation d'élu est de plus en plus lourde à assumer. Ça, c'est sûr. Il y a une complexification. Maintenant, il y a le bloc communal aussi qui compte, parce qu'avec la montée en puissance des intercommunalités, il faut avoir une double compétence, une double disponibilité. Et c'est vrai que toute cette accumulation de facteurs fait que la charge, parfois, est très écrasante et certains ont du mal à simplement émerger. Et je crois que vraiment, il faut bien comprendre qu'on a 35 000 élus maires, on en a 500 000, plus de 500 000 municipaux, mais c'est vraiment ce qui fait la démocratie locale. Et le fait communal,
que malgré tout, qui demeure, parce que c'est ça, notre organisation politique, elle est quand même très structurée et très fondée sur le fait communal. Ce fait communal, il va demeurer, quoi qu'on en dise et quoi que l'on pense par ailleurs. Et maintenant, il faut lui donner les moyens de pouvoir perdurer. C'est vraiment le véritable enjeu qui nous occupe. Où est-ce qu'ils en sont les roseaux? Alors tu me disais qu'ils n'étaient pas... Ces roseaux, ce sont un peu les petits de Laurence Harribey. Ce jour-là, la sénatrice socialiste visite la station d'épuration écologique qu'elle a construite lorsqu'elle était maire. Accompagnée par Emmanuel, le responsable du site, et le président du syndicat qui gère l'assainissement des eaux. Il faut venir tous les matins, tous les soirs? En fait, comme c'est de la biologie, ça vit mal les chocs de température, ça n'aime pas le froid. Ça marche bien l'été, c'est des bactéries. L'été, ça marche tout seul. Juste venir contrôler qu'il n'y ait pas un problème électrique. L'assainissement des eaux est actuellement une prérogative des communes ou de syndicats. En 2026, elle passera aux mains des communautés de communes, un transfert qui pose problème. Cette compétence, elle est compliquée du fait du nombre de gestionnaires. Parce que je vous disais que pour l'eau, il y a 17 gestionnaires d'eau sur la communauté de communes, qu'il faudrait regrouper, qu'il faut arriver à fédérer et qui sera très très compliqué. Bonjour. Fédérer les différents gestionnaires, ici en Gironde, le département s'investit pour que la transition se fasse en douceur. Il est nécessaire d'avoir toute cette analyse de ce qu'étaient les pratiques antérieures, de ce que sont les différents patrimoines, de ce que sont les différents modes de gestion, pour arriver à construire des convergences. Donc le rôle du département en l'occurrence, c'est bien à la fois d'accompagner techniquement, c'est aussi à travers une mission qui s'appelle Aménageau, accompagner les collectivités pour cette prise de compétences. Autre compétence, depuis le 1er janvier 2018, les communautés de communes s'occupent de la prévention des inondations, autrement appelée la GEMAPI, comme ici à l'île Saint-Georges, sur les bords de la Garonne, où la sénatrice constate avec le maire et le président de la communauté de communes la montée des eaux. Ici, il y avait une berge de 15 mètres, là, donc il faut imaginer qu'elle était plus loin que le ponton. Ah oui, d'accord. Il y avait même un parcours sportif ici. De ce fait, ça a creusé, et là, on va voir un peu plus loin, ça attaque la digue. Il faut qu'on renforce pour empêcher que les digues cèdent et que l'eau envahisse le village, parce que là, si l'eau passait, on va jusqu'au bourg. Pour éviter les inondations, il va falloir renforcer 22 km de digues pour un coût total de 10 millions d'euros. Désormais, c'est la communauté de communes qui s'en charge. Tout le monde se posait la question, qui est responsable? L'État, les propriétaires privés, les collectivités. Aujourd'hui, l'État a tranché, il dit c'est les collectivités qui doivent assumer la responsabilité de l'entretien et la réparation des digues. Voilà, donc à nous de le prévoir avec des moyens humains. Donc nous, on en a mis bien évidemment en place, et après des moyens financiers. C'est une communauté de communes qui s'est préoccupée de cette question-là en amont de la loi, puisqu'ils ont la compétence depuis 2014, et qui en plus s'est dotée de moyens avec un ingénieur hydrologue, avec une équipe capable de bâtir une vraie politique de prévention. Si dans cette communauté de communes, les moyens ont été déployés pour répondre aux défis de l'eau, pour beaucoup d'autres communautés, ce transfert de compétences est plus compliqué à mettre en place. Elles sont souvent livrées à elles-mêmes et soumises à des contraintes budgétaires toujours plus fortes. C'est déjà donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.